Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 38e numéro de Polycritique, le webinaire mensuel de l'Association française de sciences politiques, que nous consacrons ce 38e numéro, ce numéro de rentrée, ce webinaire de rentrée, donc au Moyen-Orient. C'est la troisième fois que Polycritique s'intéresse à la question israélo-palestinienne depuis le 7 octobre 2023. Et l'angle que nous avons choisi cette fois, c'est celui de la justice internationale. Comme le montre bien, comme l'indique bien le titre de ce numéro, Israël et la justice internationale, un sujet bien sûr d'actualité. Polycritique a vocation à décrypter l'actualité tant française qu'internationale et en soumettant évidemment au regard des experts des enjeux qui nous interrogent. Celui-ci nous interroge évidemment au plus haut point. Nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs à être interpellés par la situation dans la région. De nombreux juristes ont souligné combien les différentes opérations menées par Israël depuis le 7 octobre 2023 violaient le droit international. En parallèle, des procédures ont été initiées par la Cour internationale de justice, par la CPI, et la question se pose maintenant de la suite que vont connaître ces procédures. C'est l'une des questions à laquelle nous allons nous intéresser, auxquelles nous allons nous intéresser. Il y en aura d'autres, puisque nous élargirons aussi la perspective pour voir en quoi est-ce que, au-delà de Gaza, les interventions israéliennes dans la région peuvent elles aussi euh, être considérées comme relevant de la justice internationale. Et puis, une des questions que nous aborderons également, ce sera par rapport à Israël même, par rapport à la société israélienne, comment le monde judiciaire, comment l'appareil judiciaire, comment l'opinion publique israélienne, d'un point de vue plus large, considère ces enjeux qui, évidemment, sont dans les médias de ce pays qui sont encore indépendants. Alors, pour décrypter ces enjeux, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui quatre experts en la matière, deux expertes et deux experts que je vais citer pour les présenter d'un mot dans l'ordre alphabétique. Olivier Corten, professeur de droit international à l'Université libre de Bruxelles. François Dubuisson, lui aussi professeur de droit international dans la même université libre de Bruxelles. Amélie Ferret, chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI et responsable du laboratoire de recherche sur la défense de cette institution. Et Julia Grignon, qui est déjà intervenue à deux reprises dans des numéros antérieurs de Polycritique, directrice scientifique de l'IRSEM et professeure de droit international à l'Université de Laval. Tous quatre vont planter le décor, vont introduire nos échanges. Et puis, comme vous vous en souvenez sans doute, pour ceux qui ont déjà assisté à un numéro de Polycritique, nous faisons en sorte de garder du temps pour traiter des questions que vous aurez, vous qui participez, vous qui assistez à ces échanges, et que vous aurez à inscrire dans la boîte des questions-réponses. Nous ferons en sorte de conserver la demi-heure nécessaire pour répondre à vos questions et pour échanger aussi avec des experts qui seraient connectés et qui auraient des avis à émettre, des avis autorisés à émettre. Alors, pour planter le décor cette fois-ci d'un point de vue, on peut le dire, historique, je me tourne dans un premier temps vers Amélie pour faire référence à ce que Israël a considéré comme relevant du droit dans le passé, car notamment pour justifier des opérations militaires en Palestine, le droit a volontiers été évoqué, invoqué même dans un passé récent et même plus ancien. Et c'est très utile, Amélie, que vous puissiez nous en dire plus sur ce contexte, sur cette histoire.
Oui, merci beaucoup. Je suis ravie d'être présente ici pour parler de ça. Donc moi, ce que j'aimerais faire donc en introduction, c'est replacer la manière dont le droit a été utilisé pour en fait soit conserver, soit inverser le rapport de force entre deux belligérants, c'est-à-dire Israël d'un côté et les Palestiniens de l'autre, avec différentes variations en fonction de si on parle de l'autorité palestinienne ou du Hamas. Donc, je m'appuie sur principalement un article que j'avais publié dans la revue Raison politique, où j'avais utilisé le terme de lawfare, qui est un terme qui a été inventé en fait par un officier américain. Donc, c'est la construction de law et warfare, et c'est la manière dont le droit peut être utilisé dans la guerre. Et ce que j'essaie de défendre dans l'article, c'est que justement, c'est un concept bon, qui a été beaucoup critiqué pour plein de bonnes raisons, mais qui quand même est utile pour voir à quel point il y a justement une instrumentalisation du droit dans ce conflit. Donc, premièrement, ce qu'on peut dire sur le conflit israélo-palestinien, c'est que, et ça c'est quelque chose qui m'avait marqué moi quand j'avais commencé mes recherches sur ce conflit en tant que politiste. En fait, la plupart des articles scientifiques et universitaires sur ce conflit, ce sont des articles qui sont faits du point de vue du droit. Pourquoi? Parce que beaucoup de questions de ce conflit, par exemple, est-ce que la déclaration Balfour est légale ou pas? Est-ce que le plan de partition de l'ONU, il l'est ou pas? Quelle est la validité juridique des frontières? Est-ce qu'on peut appliquer le droit de l'occupation ou pas? Est-ce qu'il y a un respect des droits de la guerre? Enfin, toutes ces questions qui sont en fait qui émaillent le conflit, ce sont des questions qui ont des réponses juridiques. Et ce que je trouve aussi particulièrement intéressant, c'est que, et là je renvoie à un autre article que j'avais écrit avec Julia Grignon, c'est qu'on dit beaucoup que finalement le droit international est mort dans les décombres de Mariupol ou dans les décombres de Gaza, mais ce qui est quand même assez saisissant dans le cas du conflit israélo-palestinien, c'est que les deux belligérants, à la fois Israël et les Palestiniens, en fait mobilisent constamment le droit international pour légitimer leurs pratiques. Et donc là, j'aimerais juste revenir très rapidement avant de céder la parole à mes collègues sur d'abord la stratégie palestinienne et ensuite la stratégie israélienne, sachant qu'il y a quand même une asymétrie entre les deux, puisque Israël dispose d'un appareil étatique qui va lui permettre d'avoir une vraie politique d'influence par le droit et donc en fait des stratégies juridiques d'influence, oui, par le droit, alors que dans le cas des Palestiniens, ils n'ont pas d'appareil étatique, même s'il y a quand même un embryon d'appareil étatique qui leur donne la même force de frappe. Donc pour l'autorité palestinienne, donc l'autorité palestinienne renonce à l'utiliser, enfin l'autorité palestinienne est créée plutôt dans le cadre des accords d'Oslo en 93, et le Fatah, donc le mouvement principal qui va prendre le pouvoir à ce moment-là, renonce à la lutte armée, mais contrairement au Hamas, comme on le sait, mais ne renonce pas à l'objectif politique palestinien, qui est justement la création d'un État palestinien. Et il va y avoir toute une stratégie qui a été en fait mise en place par quelqu'un qui s'appelle Saeb Erekat, mais qui a aussi été évidemment faite sous la houlette de Mahmoud Abbas, qui a fait une tribune en ce sens dans lequel il est très explicite en 2011 dans le New York Times, dans lequel il dit la lutte palestinienne doit être une lutte politique, mais doit aussi être une lutte juridique. Et donc, les Palestiniens vont se saisir du droit pour essayer de contraindre euh, l'appareil militaire israélien, puisqu'ils ne peuvent pas contraindre cet appareil militaire avec leur armée, puisqu'ils n'en ont pas, puisque c'est un État démilitarisé dans le cadre des accords d'Oslo. Donc, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est justement de mobiliser les instances pénales internationales pour contraindre Israël, notamment pour essayer d'endiguer la colonisation importante de la Cisjordanie, mais aussi pour essayer de faire en sorte que les règles d'engagement israéliennes lors des différentes opérations militaires soient beaucoup plus restreintes
est beaucoup plus contrainte et donc il y a un respect plus important de la proportionnalité. Je pense qu'on pourra en reparler. Et ils vont notamment demander au procureur de la Cour pénale internationale d'alors, Luis Moreno Ocampo, de rejoindre la Cour pénale internationale pour solliciter cette instance-là. Or, Luis Moreno Ocampo, à l'époque, leur dit, mais vous ne pouvez pas adhérer au statut de Rome puisque vous n'êtes pas un État. Et donc là, il va y avoir toute une stratégie de la part des Palestiniens de demander en fait leur reconnaissance en tant qu'État à la fois à d'autres États et aussi d'adhérer à d'autres organisations internationales pour ensuite culminer dans la reconnaissance par les Nations Unies de la Palestine comme État, même si c'est un État non membre des Nations Unies en 2015, ce qui va leur permettre de saisir la Cour pénale internationale avec les rebondissements qu'on connaît. Sachant que du point de vue israélien, tout ça est regardé avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'attention. C'est pas du tout quelque chose qui est pris à la légère. L'ambassadeur français en Israël racontait qu'à chaque fois qu'il voyait Netanyahou lui parlait de la Cour pénale internationale, et je parle bien avant le 7 octobre. Ils vont même relâcher un certain nombre de prisonniers politiques palestiniens qui étaient détenus en Israël en échange d'un délai dans la soumission du dossier à la Cour pénale internationale. On sait qu'il va y avoir ensuite des pressions sur la procureure Fatou Bensouda, qui est la procureure de la Cour pénale, qui a décidé que la Cour était compétente dans le cas Israël-Palestine. Et donc, voilà, il va y avoir une stratégie de contre l'affaire, en fait, de délégitimation de l'utilisation du droit par les Palestiniens mis en place par l'armée israélienne, qui se double, et je termine par là parce que je ne peux pas monopoliser la parole, mais qui se double d'une stratégie, au contraire, de le faire plutôt proactive, c'est-à-dire de diffuser l'interprétation israélienne du droit. Et là, je pense principalement à l'action du département juridique de Tsahal, donc le Apraklitout Hatzavit, qui est donc l'équivalent de ce qu'on appelle la direction des affaires juridiques en France, donc ce sont les juristes militaires, qui est un département qui a connu une croissance constante depuis 2009. Donc ça montre bien aussi que contrairement à l'intuition qu'on peut avoir parfois un peu à brûle pour point en se disant finalement quand le droit parle, enfin quand pardon les armes parlent, le droit se tait et les acteurs militaires n'investissent pas le droit. En l'occurrence, dans le cas israélo-palestinien, c'est exactement le contraire. Et on a un très fort investissement de la part de l'armée israélienne dans la production d'argumentaires juridiques qui vont justifier leurs opérations, qui vont aussi accompagner leurs opérations, avec également des stratégies d'influence où on va avoir chaque année, organisé justement par le MAG, des ateliers dans lesquels les armées alliées sont invitées, donc l'armée américaine, mais aussi les armées européennes, dont françaises. Donc, ils vont inviter tous les juristes à travailler sur des cas d'études, donc justement des cas qu'ils ont rencontrés d'utilisation de la force, qui mettent en jeu des normes de proportionnalité principalement, pour essayer en fait d'acculturer ces autres armées à leur propre interprétation du droit et pour faire en sorte que ensuite toutes ces armées adoptent les mêmes interprétations du droit, puisque face aux cours pénales internationales ensuite, ou face d'ailleurs à d'autres cours, c'est beaucoup plus facile de dire, bah, regardez, c'est pas simplement l'armée israélienne qui comprend la proportionnalité comme ça ou qui adopte cette notion de civils participant directement aux hostilités, mais c'est quelque chose qui est partagé par de grandes armées à travers le monde. Voilà, donc c'est très parcellaire. Je suis désolée parce que c'est très difficile de résumer ces recherches qui couvrent quand même un temps assez long en 5 minutes, mais je pense que ça donne quelques sujets pour la discussion par la suite. Tout à fait. Merci beaucoup, Amélie, parce que effectivement, vous plantez le décor en nous montrant comment, dans un passé récent, le droit a été mobilisé en Israël pour justifier les opérations militaires. Et il l'est encore au lendemain du 7 octobre 2023. Et là, je me tourne vers Olivier parce que on a besoin de comprendre
comment est-ce qu'on va justifier du côté israélien cette opération en termes de légitime défense. Et la question de la légitime défense, eh bien, elle se prête à bien des interprétations. La Cour internationale de justice n'a peut-être pas la même vision justement du sujet. C'est vous qui allez nous l'expliquer. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, je vais me concentrer vraiment sur l'argument de la légitime défense. C'est un argument juridique, en effet, qui consiste à justifier le principe même de l'entrée en guerre. Ensuite, il y a d'autres types de débats qui concernent les modalités des combats et qui est ce qu'on appelle le droit de la guerre. Mais avant ça, et en premier lieu, vous avez dans tous les cas de figure, le cas d'Israël et la Palestine, la Russie et l'Ukraine, etc., vous avez au départ un argument d'abord qui justifie le principe de l'entrée en guerre, si on peut l'appeler comme ça ici. Et justement, j'y viens dans un instant. Dans le cas d'Israël, en ce qui concerne justement l'argument d'Israël, en effet, il y a un grand débat par rapport à ça. L'argument d'Israël, c'est en effet de dire, mais les choses sont simples. On a été attaqué le 7 octobre, donc le 8 ou même dans la nuit du 7 au 8 d'ailleurs, on peut réagir, bien entendu, c'est un droit naturel. Et ce sont les termes que l'on retrouve dans la Charte des Nations Unies. Tout État attaqué a le droit de se défendre, quelles que soient finalement les circonstances, à défaut de quoi l'existence même de l'État serait menacée. Ça, c'est l'argument israélien. Les auteurs et les États, parce qu'en réalité, il y a pas mal d'États qui se sont prononcés sur le sujet, vont être divisés et certains vont contester cette argumentation en considérant, alors en avançant plusieurs arguments, je vais peut-être juste en citer deux. Le premier, c'est que tout ne commence pas le 7 octobre, et donc en réalité, Israël étant déjà un État occupant avant le 7 octobre, occupant à tout le moins de la Palestine, eh bien à partir de ce moment-là, c'est difficile pour un État occupant d'en même temps invoquer la légitime défense, parce que juridiquement, l'occupation elle-même est une agression. C'est-à-dire qu'on est donc occupant, donc agresseur, et si on est agresseur, en toute logique, on n'est pas en légitime défense. Donc ça, c'est un argument qui a été avancé pour contrer celui d'Israël. Et un deuxième argument, c'est celui qui consiste à dire que tout ne commence pas le 7 octobre, mais tout ne se termine pas non plus le 8. Et donc, étant donné l'ampleur de la riposte, si on peut l'appeler de manière très générique comme ça, israélienne aux attaques du 7 octobre, cette riposte étant disproportionnée, manifestement disproportionnée, eh bien, à un certain moment, elle va bien au-delà de ce qui aurait été nécessaire pour mettre fin à ces attaques. Et par conséquent, il y a une condition qui, en effet, elle-même n'est pas contestée, qui est que toute riposte doit être nécessaire et proportionnée. Et donc, il y a une critique ici à Israël qui est avancée. Alors, ça, c'est le débat. Il faut bien constater une divergence entre peut-être les débats tels qu'ils se déroulent ici, je dirais, en Occident. Je me rappelle très bien qu'au départ, celles et ceux, mais comme moi-même notamment, qui disaient que l'argument de la légitime défense était contestable, étaient très vigoureusement critiqués, pour ne pas dire plus, en disant que c'était absurde, etc. Ce qui est intéressant dans ce débat, c'est que justement, on parle de justice internationale. Lorsqu'il y a des divergences d'interprétation, c'est intéressant de voir ce que peuvent dire des juges internationaux lorsqu'ils peuvent dire quelque chose, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ici, si vous prenez la guerre d'Irak, par exemple, de 2003, il n'y a jamais eu de jugement parce que les États, et en particulier les États-Unis, n'acceptent pas la compétence des juridictions internationales. Ici, il y a eu un avis rendu par la Cour internationale de justice en 2004. Et c'est intéressant de constater que, à travers cet avis, on peut quand même avoir des arguments assez forts en défaveur de la thèse israélienne. L'avis, de manière générale, d'ailleurs, est assez euh, en contradiction avec justement tout l'argumentaire juridique israélien. Alors, c'est un avis de juillet 2024.
Donc, il a été rendu après le 7 octobre, mais l'avis lui-même prétend ne pas se prononcer véritablement sur la période post-7 octobre. Ce qui est intéressant néanmoins, c'est qu'il se prononce sur ce qui s'est passé avant. Et si on lit bien l'avis, il est très clair que la Cour va adopter un certain nombre de positions qui vont aller en faveur, en fait, des arguments qui sont utilisés pour contredire Israël. Pourquoi? D'abord parce que la Cour, son avis, c'est sur l'occupation prolongée. Et pour savoir si l'occupation prolongée est conforme au droit international, la Cour internationale de justice va, en toute logique, se demander si oui ou non Israël avait le droit d'être présente dans les territoires occupés encore donc en juillet 2024. Il faut savoir qu'en 2004, la Cour avait déjà condamné l'argument de la légitime défense d'Israël lorsque ça avait été avancé pour justifier la construction du mur, notamment en territoire palestinien, cette fois-ci en Cisjordanie. La Cour avait considéré que cet argument n'était pas valable. Ici, en fait, elle va aller dans le même sens en considérant que, quel que soit, et elle ne se prononce pas sur cette question historique, la justification qu'Israël aurait pu avoir, et donc elle ne se prononce pas ni dans un sens ni dans l'autre, en 1967 pour occuper ces territoires, eh bien la longueur de l'occupation depuis 1967 fait que de toute façon, on ne peut plus parler de légitime défense parce que c'est plus nécessaire et proportionné. Donc ici, c'est l'argument que j'avais évoqué tout à l'heure qui est utilisé non pas pour ce qui s'est passé après le 7 octobre, mais avant le 7 octobre. Mais donc la conséquence, si vous reprenez les choses chronologiquement, c'est que, eh bien, au jour du 7 octobre, Israël ne pouvait pas se prévaloir de la légitime défense. Et donc, si elle ne peut pas se prévaloir de la légitime défense, c'est qu'elle est un État occupant sans titre. Et si elle est un État occupant sans titre, eh bien, à ce moment-là, c'est un État au sens juridique agresseur et cet État ne peut plus se prévaloir de la légitime défense après le 7 octobre. Ceci, la Cour, ce que je viens de dire, la Cour ne le dit pas explicitement, mais on ne voit pas très bien comment réconcilier ce que la Cour internationale de justice a dit, c'est-à-dire à la veille du 7 octobre, Israël n'avait aucun droit d'être là, et la Cour parle de territoires occupés illégalement et aussi d'intégrité territoriale des territoires occupés, c'est-à-dire qu'elle se refuse à distinguer entre Gaza et les autres territoires, la Cisjordanie, Jérusalem-Est. Elle parle d'annexion de facto. De manière aussi pour fustiger la colonisation. Donc il y a tout un discours et une représentation, une présentation juridique qui est complètement incompatible avec l'argumentaire israélien et qui rend très difficile, pour pas dire en réalité impossible, la validité d'une légitime défense après le 7 octobre. C'est bien pour ça d'ailleurs, et je termine là-dessus, que Israël a très largement ignoré cet avis, tout simplement en termes de lawfare, il y a plusieurs stratégies. Soit on interprète différemment une source de droit, un traité, un précédent, mais ici un avis, soit on l'écarte en disant qu'il n'a pas de valeur juridique, qu'il n'a pas de portée, ou ce qui revient un petit peu au même, c'est une déclinaison, on l'ignore comme si ça n'avait aucune influence, alors que c'est l'avis de la Cour sur l'occupation de la Palestine et sur le statut de la Palestine et d'Israël, ce qui est quand même important, puisque si on remonte encore plus tôt dans l'histoire, tout le statut d'Israël et la naissance même de l'État d'Israël, en réalité, est le résultat de décisions et d'un processus qui s'est déroulé au sein des Nations Unies sous une espèce de contrôle de la Cour. Voilà en gros une première peut-être réflexion sur ce que la justice peut nous dire sur cet argument de légitime défense. Merci beaucoup de l'avoir décortiqué pour nous, déconstruit pour nous aussi. Alors, en enjambant en partie le 7 octobre, et c'est ça qui est évidemment très intéressant, puisque vous faites évidemment référence, la Cour elle-même fait référence à la situation antérieure, et puis elle statue en 2024 sans nécessairement mettre le projecteur sur ce qui s'est passé au lendemain du 7 octobre. Et c'est là-dessus notamment que l'on va maintenant
se pencher avec Julia pour revenir sur cette théorie ou cette doctrine du droit du recours à la force et sur la question de la proportionnalité que vous avez beaucoup aussi évoquée, Olivier. On débouche sur, quand même, après le 7 octobre, sur ce qui est considéré comme des crimes de guerre, sur des violations du droit international. Et donc on arrive là à euh, ce qui nous interpelle le plus, c'est l'impunité dont peut se prévaloir Israël après avoir agi ainsi. Et Julien, on a hâte d'entendre votre éclairage sur cet aspect des choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir réinvité dans ce webinaire et je suis ravie d'avoir cette opportunité d'échanger ce soir avec Amélie, Olivier et François. D'être panéliste, c'est être aussi participante et d'écouter ce que les autres ont à dire et d'interagir, c'est extrêmement enrichissant. Merci beaucoup. Alors oui, on a convenu pour ce soir que moi je reviendrai sur les crimes qui ont été commis depuis le 7 octobre et de montrer en quoi notamment les justifications ramenées par Israël ne sont pas des justifications la plupart du temps auxquelles on peut adhérer et de remettre ça en regard aussi de ce que vient de mentionner Olivier, c'est-à-dire le droit au recours à la force et qui a été mis en opposition, ce droit d'Israël à se défendre avec les violations qui seraient commises et qui pourraient les justifier. Donc ça c'est mon premier point. Et ensuite, comme on l'a convenu, je reviendrai sur la question de la famine et sur la question des attaques contre les hôpitaux, parce que c'est peut-être les deux illustrations les plus évidentes en fait de la manière dont le droit peut être instrumentalisé, comme Amélie l'a dit en introduction. Donc d'abord sur le rapport entre le fait pour Israël d'avoir le droit de se défendre et de la licéité ou pas de sa réponse, telle qu'Olivier l'a exposé, vis-à-vis d'un autre corpus juridique qui est le droit international humanitaire. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre quand on observe les conflits armés, c'est qu'en fait on a deux corpus juridiques, deux régimes juridiques qui viennent observer les conflits. L'un, c'est celui qu'Olivier vient de mentionner, qui est le droit au recours à la force, qui est le droit contenu dans la Charte des Nations Unies. Et l'autre, c'est le droit des conflits armés ou droit international humanitaire, et qui contient toutes les règles applicables dans les conflits armés. Et en fait, ces deux régimes juridiques sont distincts, premièrement, et ensuite doivent être très étanches l'un à l'autre. Et en préambule, il faut avoir à l'esprit que c'est une grande spécificité en droit international, puisque, comme l'a expliqué Olivier, il y a des conditions auxquelles on peut rentrer dans les conflits armés. Et lorsqu'on agresse une autre partie à un conflit armé, on est en violation de la règle principale. Et ensuite, on a quand même un droit qui va dire comment se comporter une fois qu'on a violé la règle. Et ça, c'est unique en droit. C'est-à-dire que dans le code de la route, on vous dit vous vous arrêtez au feu rouge, mais rien ne vous dit quoi faire si vous ne vous arrêtez pas au feu rouge et que vous franchissez quand même le feu rouge. Et donc, parfois, c'est difficile à agencer dans nos esprits. Mais ce que là, je veux dire dans la minute qui me reste sur ce sujet, c'est qu'il faut garder les deux étanches, que quelles que soient les raisons pour lesquelles la violence s'exprime dans une situation de conflit armé et que cette violence soit licite ou illicite au sens de la Charte des Nations Unies, est mobilisé le droit international humanitaire, un droit qui a pour vocation à alléger les souffrances des personnes victimes des conflits armés, qui protège les personnes hors de combat et qui réglemente la conduite des hostilités, c'est ce qu'on va voir maintenant, et que tout ça est parfaitement indépendant de la question de savoir si le recours à la force est licite ou pas. Et vient s'ajouter une autre règle, c'est qu'il n'y a pas de réciprocité en droit international humanitaire. Et donc, même si une des deux parties au conflit viole massivement le droit international humanitaire, l'autre partie à ce conflit armé reste liée par le droit international humanitaire. Ensuite, donc, j'en viens brièvement pour mettre aussi là des pistes d'introduction sur deux éléments qui sont très frappants, la famine et les attaques contre les hôpitaux, et qui donc, eux, sont attribuables au comportement des Israéliens. Mais avant d'entrer en matière, je veux quand même mentionner qu'on parle des crimes commis depuis le 7 octobre et que des crimes ont été aussi commis le 7 octobre. Ces crimes ont été commis par des groupes armés, notamment le Hamas et d'autres groupes armés, et que ces crimes constituent aussi des crimes internationaux et qu'il y a d'ailleurs eu une incrimination par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, et je voudrais juste les mentionner: meurtre, extermination, torture, viol, autres formes de violence sexuelle,
et également, donc évidemment, la prise d'otage, les atteintes à la dignité de la personne, qui constituent donc des crimes internationaux. Je n'en parle pas ce soir parce que ce n'est pas ce qu'on a convenu, mais on pourrait aussi en parler. Maintenant, donc, pour ce qui concerne la famine comme méthode de guerre, là, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de mettre en lumière que la famine, ça n'est pas un État. Alors même si elle a été déclarée depuis le 25 août par certaines agences des Nations Unies, en réalité, la famine, c'est une série d'actes commis dans le cadre d'un conflit armé qui vont conduire à ce qu'il y ait une pénurie sévère d'accès à la nourriture et à l'eau potable pour une population civile. Et ces éléments, ces actes suffisent à caractériser la famine. Et comme Amélie le disait, Tsahal, les autorités israéliennes connaissent très bien le droit international humanitaire. Je ne sais pas si François et Olivier ont déjà eu l'occasion d'interagir beaucoup avec d'autres forces armées ou avec les forces armées israéliennes. Moi, il se trouve que j'ai eu cette occasion. Je crois que le niveau d'interaction en droit avec des forces armées est le plus haut que j'ai jamais connu avec les autorités israéliennes. Ils connaissent extrêmement bien ce droit. Et on le voit avec la famine, puisque leur réponse vis-à-vis à l'accès insuffisant d'aide alimentaire qui entre dans la bande de Gaza, leur réponse, c'est de dire qu'il n'y a pas de famine à Gaza, que cette famine n'est pas déclarée, et qu'en plus, les denrées alimentaires qui entrent sur le territoire permettent un apport calorique suffisant à la population. Et ça veut dire qu'ils ont lu les observations générales des comités des Nations Unies qui disent justement que l'apport calorique n'est pas le curseur qu'on doit observer, et par ailleurs font comme si la famine était un État et non pas une série d'actes qui conduit à cette pénurie alimentaire et qui est liée à la protection de certains biens qui sont les biens indispensables à la survie de la population. Et c'est dans la même règle, c'est l'article 54 du protocole additionnel 1 de 1977, qu'on trouve l'interdiction d'attaquer les biens indispensables à la survie de la population et l'interdiction de la famine. Or, de nombreux rapports aujourd'hui d'ONG concluent à des attaques systématiques contre des infrastructures permettant de désaliniser l'eau, les infrastructures permettant de faire en sorte que l'eau soit potable, et bien évidemment, je crois que ce n'est pas la peine de rappeler les entraves mises à l'aide humanitaire, puisque avant le 7 octobre, il y avait plus de 500 camions qui rentraient par jour dans la bande de Gaza. On est tombé parfois à une trentaine de camions, notamment au cours du mois d'octobre 2023. J'entre pas plus en matière, mais je le fais volontiers ensuite en réponse aux questions. Je passe aux hôpitaux, qui est aussi, je crois, très illustratif de l'attitude des autorités israéliennes, qui, là encore, vont attaquer des hôpitaux en se justifiant, en disant soit il y avait des membres du Hamas à l'intérieur, soit l'hôpital servait à entreposer des armes, soit il y avait un poste de commandement sous cet hôpital. Et cet argument devrait servir non seulement à légitimer l'attaque, mais aussi à la rendre licite. C'est-à-dire qu'en fait, l'hôpital serait devenu un objectif militaire et que pour cette raison, il était licite d'attaquer cet hôpital. Et là aussi, je suis obligée d'aller très vite, mais il faudrait un peu plus de temps pour élaborer sur cette question. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit ici, c'est qu'un hôpital est un bien qui jouit d'une protection spéciale en droit international humanitaire. Et que donc ce bien ne peut devenir un objectif militaire que s'il est utilisé pour commettre un acte nuisible à l'ennemi. Que ces actes, on n'en connaît pas la liste exhaustive, mais que par exemple, entreposer des armes constitue effectivement un acte nuisible à l'ennemi. Mais cela ne constitue pas ensuite automatiquement un objectif militaire, et cela ne justifie pas toute destruction, tout siège qui peut être fait à l'intérieur d'un hôpital. Il faut ensuite respecter les règles relatives à la conduite des hostilités. Premièrement, si on constate que des armes sont entreposées, je vais prendre cet exemple dans un hôpital, il faut qu'un avertissement soit donné aux autorités de cet hôpital en leur disant « Nous savons qu'il y a des armes, nous vous demandons de les évacuer de l'hôpital. » Et si cet avertissement n'est pas suivi des faits, alors il faut se poser la question de savoir si, parce que ces armes sont dans cet hôpital, l'hôpital devient un objectif militaire. C'est-à-dire que cet hôpital apporte une contribution effective à l'ennemi, donc aux groupes armés impliqués en l'occurrence, et que la destruction non pas de l'hôpital, mais de cette partie de l'hôpital dans laquelle se trouvent ces armes, apporte en l'occurrence un avantage militaire, dans notre exemple,
à l'armée israélienne. Et là, la question, elle peut déjà se poser de savoir si cette règle est respectée. Si on prend pour acquis que cette règle est respectée et que donc il y a une contribution militaire qui nuit à Israël et que donc il y a un avantage militaire à détruire cette partie de l'hôpital, ensuite il faut respecter les règles relatives à la proportionnalité et aux précautions. Et donc, investir tout entier un hôpital, le détruire quasiment au complet, ou bombarder un hôpital, je ne vois pas aujourd'hui comment on pourrait considérer que c'est proportionné au regard de l'avantage militaire, qui, je le rappelle, est donc de neutraliser les armes qui seraient entreposées dans cet hôpital, parce qu'il faut mettre cet avantage militaire en balance avec les destructions. Et là, on a la destruction d'une infrastructure qui est protégée, qui prodigue des soins, et une protection qui va s'étaler dans le temps, puisqu'ensuite, non seulement les blessés et malades qui s'y trouvent ne sont pas soignés, mais cet hôpital, s'il ne fonctionne plus, il ne pourra plus soigner d'autres personnes, notamment aussi des maladies telles que le diabète, les cancers, etc. Et par ailleurs, se trouvent dans ces hôpitaux non seulement les blessés et malades, mais un très grand nombre de personnes civiles, le personnel soignant, qui est un personnel spécifiquement protégé, et des personnes qui pensent que parce que toute la zone fait l'objet de bombardements, elles vont être protégées si elles se mettent dans cet hôpital. Et donc là, il y a vraiment un débalancement entre l'avantage militaire et les destructions anticipées que pouvait prévoir l'armée israélienne. Et donc, on peut considérer que ces attaques sont disproportionnées. Comme j'ai déjà dépassé le temps qui m'était imparti, je m'arrête ici, mais vous voyez donc une justification simpliste de dire il y avait des membres du Hamas dans un hôpital ou des armes entreposées dans cet hôpital ne peuvent pas suffire, ne résistent pas à l'analyse juridique au terme du droit international humanitaire. Merci beaucoup, Julia. Effectivement, le nombre de violations du droit international que vous évoquez est très grand. Et du coup, des procédures ont été initiées. Et je vais me tourner vers François maintenant pour que l'on voit la suite logique, en quelque sorte, hein, de cet engrenage qui nous conduit jusqu'à la CPI, jusqu'à ces cours internationales, CIG, CPI, qui ont initié des procédures visant notamment, on le sait, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, et que vous nous éclairiez sur la nature de ces procédures, sur l'état d'avancement de ces procédures, nous serait évidemment très précieux. Merci et bonsoir à toutes et tous. Donc, je vais faire très rapidement un petit tableau des procédures judiciaires qui ont été entamées dans le contexte de la guerre à Gaza. Et il faut tout de suite peut-être souligner un certain paradoxe, c'est-à-dire à la fois la guerre à Gaza a donné l'impression que le droit international était devenu complètement impuissant, futile, presque obsolète. Et en même temps, on n'a jamais pratiquement autant invoqué des règles de droit international pour essayer d'analyser la situation. Et on a pu mobiliser de manière assez exceptionnelle des procédures judiciaires, alors que dans de nombreux conflits, ces procédures judiciaires ne sont pas disponibles. Or, elles ont été disponibles dans ce cadre particulier, à commencer par la Cour pénale internationale. Et là, il faut revenir un petit peu en arrière. Amélie Ferré en a déjà un petit peu parlé avec la date de 2015, qui est le moment auquel la Palestine adhère à la Cour pénale internationale, au statut de Rome. Cette cour, elle est compétente pour juger de crimes internationaux à l'égard d'individus, donc ce ne sont pas les États qui sont jugés, mais bien des individus responsables de crimes. Et suite à cette adhésion, le bureau du procureur a considéré en 2019 que les conditions étaient réunies pour pouvoir ouvrir une enquête et elle a choisi de faire valider l'ouverture de cette enquête par la chambre préliminaire pour être bien sûr que toutes les conditions étaient réunies puisque le cas de la Palestine évidemment était particulièrement sensible et soulevait des questions particulières, en particulier la qualité étatique de la Palestine et le fait de savoir si elle avait pu rejoindre valablement la Cour pénale internationale. Et la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale s'est prononcée en 2021 et a validé finalement le point de vue du bureau du procureur, ce qui a amené à l'ouverture d'une enquête à proprement parler par le bureau du procureur qui, il faut bien le dire, était resté plutôt en souffrance entre 2021
et le début de la guerre à Gaza en octobre 2023. Alors que toute une série de crimes avaient été identifiés remontant jusqu'à 2014, qui était la date critique pour la compétence de la Cour, mais aucun acte bien précis n'avait été entamé par le bureau du procureur. Or, assez rapidement après le début de la guerre, le nouveau procureur Karim Khan a fait une conférence de presse pour dire la Cour est pleinement compétente en la matière pour une bonne et simple raison, c'est que dès le moment où la Palestine est partie au statut, ça donne compétence à la Cour pour juger de tous les crimes qui sont commis sur le territoire palestinien ou par des Palestiniens. Et ça couvrait donc à la fois les crimes commis par le Hamas le 7 octobre, même sur le territoire israélien, parce que commis par des nationaux palestiniens, et tous les crimes commis par Israël en Cisjordanie, mais aussi spécialement à Gaza. Et donc, le procureur a averti que que le bureau du procureur était spécialement attentif à tout ce qui s'y passait et qu'il pourrait exercer sa compétence à cet égard. Ce qui s'est traduit en mai 2024 par les demandes de mandat d'arrêt émises par le bureau du procureur à l'encontre de 3 dirigeants du Hamas qui, entre-temps, ont été tués par Israël, et puis à l'égard de Binyamin Netanyahou et de son ministre de la Défense d'alors, Yoav Gallant, pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui recouvraient notamment la famine dont on a parlé tout à l'heure. Alors, comme on le sait, depuis, la Cour pénale internationale a fait l'objet d'attaques tout à fait particulières avec des sanctions adoptées par l'administration Trump visant à la fois le procureur, l'équipe du bureau du procureur, mais également les juges qui avaient validé les mandats d'arrêt. Et s'agissant de la plainte pour agression sexuelle dont Karim Khan a fait l'objet à peu près au même moment qu'il faisait les demandes de mandat d'arrêt, ça a eu pour effet manifeste de peu suspendre toute action du bureau du procureur. On sait qu'il y a probablement des mandats d'arrêt qui étaient préparés, notamment vis-à-vis de Itamar Ben-Gvir et de Bezalel Smotrich, les deux ministres les plus extrémistes du gouvernement Netanyahou. Mais semble-t-il, ces mandats d'arrêt n'ont pas été émis. Il faut savoir malgré tout que la plupart des mandats d'arrêt sont émis de manière secrète et non pas de manière publique, comme ça avait été le cas pour Netanyahou et son ministre de la Défense. Alors, si on passe maintenant à ce qui a été entrepris auprès de la Cour internationale de justice, là aussi, il n'est pas évident que la Cour puisse se saisir de conflits en cours. Ça a été malgré tout le cas. Tout d'abord, évidemment, avec l'action entreprise par l'Afrique du Sud à l'égard d'Israël en se fondant sur la Convention relative à la répression et la prévention du crime de génocide. Il faut savoir que c'est la seule base de compétences qu'il était possible d'activer à l'égard d'Israël, qui de manière générale a pour politique d'éviter toute compétence de juridiction internationale, en ce compris la Cour internationale de justice, mais la Convention relative au génocide était la seule pour laquelle Israël n'avait pas exclu la compétence de la Cour internationale de justice. Et sur base de l'action entreprise par l'Afrique du Sud, il a été possible pour la Cour d'émettre à 3 reprises des ordonnances en mesures conservatoires. C'est un peu l'équivalent de mesures de référé que l'on connaît sur le plan national, c'est-à-dire que ça permet à la Cour, pour autant qu'elle ait considéré qu'elle avait a priori une base de compétences sur la matière, c'est-à-dire que les fondements avancés par l'Afrique du Sud étaient suffisamment solides pour établir une compétence a priori, même si elle n'est pas définitive, de pouvoir ordonner aux parties des mesures pour préserver les droits qui sont protégés en l'instance. Et en l'occurrence, la Cour a mis en évidence une série à la fois d'actes et de déclarations de la part des autorités israéliennes qui rendaient plausibles, disons, des actes entrant dans le cadre de la Convention relative au génocide, et dès lors a intimé à Israël toute une série de mesures notamment en matière de préservation d'actes de manière assez générale qui pourraient déboucher sur un génocide, et en particulier sur la distribution de l'aide humanitaire, puisqu'elle a elle-même, dès la deuxième ordonnance qu'elle a rendue en mars, constaté un risque évident de famine
au regard de la population palestinienne. Alors il faut constater malgré tout que ces ordonnances n'ont pas du tout été respectées par Israël. Il y a eu un deuxième volet important en la matière qui couvre finalement une deuxième dimension juridique dans le cadre de la guerre à Gaza, c'est plutôt l'attitude de l'ensemble des États tiers. À quelles obligations l'ensemble des États sont astreints s'agissant de prévenir un génocide, de ne pas participer à la commission d'actes contraires au droit international. Et ça, c'est l'action qui a été entreprise par le Nicaragua à l'encontre de l'Allemagne, qui est un des principaux alliés de l'État d'Israël et qui continuait à fournir des armes à Israël et une aide potentiellement substantielle. Donc là, le Nicaragua a mobilisé à la fois la Convention relative au génocide, mais d'autres règles du droit international, dont l'obligation de faire respecter le droit international humanitaire, de faire respecter le droit à l'autodétermination et les droits humains. Il y a aussi une demande de mesures conservatoires qui a été mise en évidence par le Nicaragua, mais la Cour n'y a pas fait droit en soulevant le fait que manifestement l'Allemagne n'avait plus l'intention de faire des fournitures d'armes, qu'il n'y avait rien qui était prévu à cet égard. Et donc c'est un peu basé sur ce constat pour dire qu'il y avait une urgence particulière en la matière. On a eu également l'avis qui a été rendu par la Cour internationale de justice concernant beaucoup plus généralement l'occupation du territoire palestinien par Israël. Olivier y a fait largement référence tout à l'heure. Et effectivement, on a pu en tirer une série d'éléments propres à la situation à Gaza, notamment le rappel par la Cour que il fallait considérer que Gaza était resté occupé en dépit du désengagement opéré par Israël en 2005, puisque ça a été souvent un argument invoqué pour justifier l'intervention à Gaza. Ça a été de considérer, regardez, on a rendu Gaza aux Palestiniens et ils l'ont utilisé finalement pour faire une base terroriste pour attaquer Israël. En réalité, la Cour a constaté que vu le contrôle que opérait Israël sur la bande de Gaza, il fallait considérer qu'elle restait tenue par les obligations en matière d'occupation à cet égard. Puis, dernier élément à mentionner rapidement, là c'est une procédure consultative qui a été entamée pendant la guerre à Gaza, de manière urgente à l'initiative de la Norvège. Donc l'Assemblée générale des Nations unies a posé une autre question à la Cour internationale de justice au titre de ses obligations en matière consultative. Ce sont les obligations en matière humanitaire à charge de l'État d'Israël, et en particulier, évidemment, suite à sa décision d'empêcher l'UNRWA et d'autres organismes de l'ONU d'encore opérer en territoire palestinien, ce qui a débouché d'ailleurs par la suite à la mise sur pied de la Gaza Humanitarian Foundation, qui a eu le monopole en matière de distribution d'aide humanitaire avec tous les problèmes énormes que ça a constitué. Et donc là, on a eu des plaidoiries qui ont été faites au mois d'avril et on est toujours dans l'attente de l'avis à rendre par la Cour qui devrait arriver dans les semaines qui suivent et qui devrait permettre dès lors à la Cour à indiquer quelles sont les obligations d'Israël en la matière, ce qui permettrait de mettre une pression supplémentaire, notamment au regard des entraves nombreuses que Israël a opérées concernant la distribution de l'aide humanitaire, qui peut d'ailleurs être un élément constitutif de génocide également. Donc il y a aussi une certaine circulation entre les différentes procédures en la matière. Alors on pourra évidemment revenir sur certains aspects particuliers de ces procédures dans le deuxième tour, dans les questions qui seront posées. Merci beaucoup François. Et j'invite effectivement tous ceux qui vous écoutent à poser leurs questions dans la boîte questions-réponses destinée à cet effet, dédiée à cet effet. Avant que nous nous tournions vers ces questions, deux points tout de même pour élargir, en étant moins précis peut-être parce que euh, euh, le temps passe, mais quand on parle de violation du droit international, il est normal qu'on se concentre sur Gaza, sur
l'affaire israélo-palestinienne, mais on a vu Israël eh bien, euh, bombarder le Liban, bombarder l'Iran, bombarder le Yémen, bombarder le Qatar. On a eu dans les mois et les années qui ont suivi, alors, des attitudes, des comportements militaires, des stratégies militaires qui, elles aussi, tombent sous le coup du droit international. Mais j'aimerais que vous nous en disiez justement un peu plus pour comprendre jusqu'à quel point, là, on est rentré dans une peut-être nouvelle logique. Et autant les références au droit paraissaient incontournables dans un passé récent et jusque au-delà du 7 octobre, autant on est peut-être passé maintenant à une espèce d'indifférence au droit ou une capacité à transgresser le droit international que l'on voit en quelque sorte se routiniser ou en tout cas se banaliser avec la multiplication de ces attaques. Qu'est-ce qu'une telle interprétation de la part d'un Béotien inspire aux spécialistes de droit international? Olivier, je sens que vous avez ouvert votre micro. Oui, je me permets parce que c'est en effet vraiment lié de nouveau à ces questions d'entrée en guerre. Donc, effectivement, ici, c'est assez impressionnant le nombre d'États qui ont été l'objet d'interventions militaires israéliennes. C'est pas nouveau. Donc, Israël a quand même dans le passé attaqué le Liban, a attaqué la Tunisie notamment. Et l'argument a toujours été du même type, c'est-à-dire que c'est une légitime défense qui va s'étendre encore en considérant que ces États seraient responsables d'aider des groupes terroristes. Le Liban, la Tunisie antérieurement, aujourd'hui des États comme le Yémen ou comme l'Iran avec aussi dans le cas de la Syrie et de l'Iran aussi, d'ailleurs, une espèce de combinaison aussi de guerre préventive, c'est-à-dire que ces États pourraient à l'avenir utiliser la force contre Israël. Donc, c'est à la fois pas tout à fait nouveau et en même temps, le fait qu'il y ait autant d'attaques en aussi peu de temps et d'aussi grande ampleur, ça c'est quand même nouveau. Donc, bon, alors effectivement, on pourrait considérer que là, on a une émancipation totale par rapport au droit international, mais d'un autre côté, il y a cette idée qu'Amélie a évoquée de lawfare, c'est-à-dire que les États vont toujours, plus ou moins explicitement, mais en particulier, en tout cas, ça dépend à qui s'adresse, mais lors des débats aux Nations Unies, vont se prévaloir d'arguments juridiques. Bon, comme on s'en doute, ces arguments n'ont pas particulièrement convaincu, étant donné ce que j'ai dit tout à l'heure, puisque pour que l'argument soit valable, il faudrait montrer que ces États aient agressé Israël. Or, d'une part, même s'il y a des liens entre ces États et des groupes irréguliers, c'est pas, alors on n'a pas le temps d'entrer dans le détail, mais ça n'atteint pas le seuil d'une agression qui s'opérerait indirectement par le biais de groupes terroristes. Pour ça, il faudrait montrer que ces groupes ont été directement envoyés par les États contre Israël, d'une part, et d'autre part, et peut-être surtout, comme tous ces groupes, en fait, ils prétendent aider la Palestine à se défendre, on retombe de nouveau sur le problème de base, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Israël n'a pas de titre pour occuper la Palestine, elle n'a pas non plus de titre pour empêcher des groupes de mettre fin à l'occupation de la Palestine. Donc c'est toujours le même problème en réalité qui se pose par rapport à ces interventions militaires et c'est pour ça qu'elles ont quand même été très largement condamnées. Même la France, alors où d'autres États européens ont dit Israël a le droit de se défendre, mais de manière un peu floue, comme une espèce de concept de sens commun. Mais ils sont quand même pas allés jusque à dire que Israël a le droit de légitime défense au sens de la Charte des Nations Unies, donc sur un plan strictement juridique. Parce que le problème, évidemment, c'est que si cet argument est valable pour Israël, il est valable pour la Russie, il est valable pour des tas d'autres États, pour la Turquie. Et donc, ça veut dire que tous les États vont pouvoir dire, il suffit qu'il y ait, je prétends agir contre des groupes terroristes et donc je peux aller dans tous les États où je trouve que ces groupes ont un appui, même pour prévenir des attaques futures. Donc, c'est pour ça, évidemment, qu'il y a quand même une réticence assez évidente. Le retour à la guerre préventive, pour reprendre une formule que nous avons connue il y a quelques décennies, quelques années. Tout à fait.
comme je le pensais, les questions s'accumulent, mais avant de les prendre les unes après les autres, j'aimerais que vous nous disiez ce que vous percevez de l'appréciation par la profession juridique en Israël même de cette situation et au-delà. Euh, Comment est-ce que ces violations du droit international sont vécues par même les opinions publiques, l'opinion publique en tout cas pour ce qu'on peut en savoir. Qui veut bien nous éclairer sur cet aspect important et méconnu, j'en suis sûr. Si vous voulez, moi, je peux peut-être essayer de donner quelques éléments de réponse. Donc, comme je le disais, les Israéliens sont, en tout cas les juristes militaires israéliens, sont très proactifs sur la défense légale de leur opération. Et d'ailleurs, il y a certains éléments qui sont réutilisés par Netanyahou comme élément en fait de langage pour justifier son opération. Donc, ce qu'ils expliquent, alors déjà, ils expliquent que, ça, j'aimerais bien avoir la réponse, parce que moi, je l'ai beaucoup entendu quand j'ai fait mes entretiens en Israël, mais comme je suis pas juriste, je n'avais pas la colonne vertébrale pour pouvoir me faire ma propre opinion sur ça. Mais ce qu'ils expliquent, c'est que, en fait, euh, on peut pas, on peut pas appliquer le droit de l'occupation sur Israël-Palestine parce que la puissance qui avait la souveraineté sur le territoire avant la création d'Israël, c'était pas la Palestine, c'était la Grande-Bretagne puisque c'était la Palestine mandataire. Donc eux, ils expliquent voilà, que déjà il y a une faille juridique sur ça. En fait, ils rentrent dans une critique interne qui mobilise justement des questions de droit sans délégitimer le droit et sans dire bon finalement la raison la raison d'État est plus forte que tout. Par ailleurs, ils expliquent que en réalité cette opération est une opération extrêmement propre. Ils mobilisent notamment John Spencer, qui est donc un spécialiste de la guerre urbaine américain, avec des calculs sur les ratios pour dire que voilà, c'est des ratios qui sont tout à fait acceptables. Ils mobilisent des concepts, donc par exemple celui de Voluntary Human Shield, donc de bouclier humain volontaire pour dire que en fait les civils perdent leur immunité, c'est-à-dire leur protection en tant que civils parce qu'ils font le choix de rester à proximité de combattants du Hamas. Et voilà, donc ils sont quand même beaucoup dans ce qu'ils appellent la Torah effect, donc c'est-à-dire la pureté des armes, c'est-à-dire dire que finalement Tsahal est l'armée la plus morale du monde, ils font très attention au droit international. Et moi, quand j'ai fait mes entretiens, quand j'y suis allée en avril, c'est vrai que c'est assez frappant parce que quand on parle aux généraux, donc des officiers généraux, ils expliquent toute l'opération avec des termes très tactique sans du tout prendre en compte cette dimension de violation potentielle. Et c'est là où on arrive quand même à une situation. On a vraiment, et je trouve que c'est pas que le conflit israélo-palestinien, en fait, ça doit être utile pour nous pour penser le monde tel qu'il est aujourd'hui. On arrive à des ordres de discours qui sont vraiment antithétiques, en fait, entre des gens qui ont une rationalité militaire, et qui vont tout voir à travers le prisme de cette rationalité militaire, notamment aussi des concepts juridiques, et des gens qui ont une appréhension complètement opposée au droit. Par exemple, là, quand on discute de est-ce que Israël a le droit ou pas de frapper le Hezbollah, enfin, déjà pour eux, cette question ne se pose pas, mais quand ils essaient de la justifier en des termes juridiques, ils vont expliquer que c'est de la légitime défense préemptive. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a une volonté avérée d'une organisation de frapper Israël, il y a un droit de légitime défense qui s'applique soit préventivement, soit de manière continue tant qu'il y a un conflit. Donc voilà les quelques éléments épars que je peux dire sur cette question.
Merci beaucoup. Ben, gardez la parole, Amélie. On va la passer aux autres ensuite, mais la première question, il y en a 10 hein, dans notre boîte, donc on va essayer de les traiter les unes après les autres pour satisfaire ceux qui les ont posées. Elles se recoupent hein, dans certains cas. Mais la première question est double et elle est pour vous, Amélie. Peut-on toujours parler de conflit israélo-palestinien en dépit de l'asymétrie des moyens que vous évoquiez? Et vous évoquiez d'autres armées acculturées, entre guillemets, à la proportionnalité telle qu'interprétée par Israël. Peut-on savoir quelles sont ces armées? Oui, tout à fait. Alors, c'est bien parce que ça va me permettre peut-être d'exemplifier un peu ce que je voulais dire. Alors, sur la première question, conflit israélo-palestinien, en fait, moi, je pars du point de vue de la stratégie, c'est-à-dire la guerre, en fait, dans la pensée stratégique, c'est l'opposition entre deux volontés. Et c'est donc ce conflit au sens d'opposition entre deux volontés. Donc quand je parle de conflit israélo-palestinien, c'est pas du tout pour mettre sur le même plan Israël et Palestine, mais c'est pour bien montrer qu'on a deux volontés opposées, la volonté nationale israélienne et la volonté nationale palestinienne, qui s'opposent et qui n'hésitent pas, dans certains cas, à utiliser leur appareil militaire pour triompher de la volonté de l'autre belligérant. Ensuite, sur la question des armées acculturées, donc là, j'aimerais parler, et je pense que mes collègues auront peut-être plus de billes que moi pour expliquer ça, parce que moi, je l'ai vu en tant que, enfin, je l'ai entendu en tant que politiste. Donc, les interventions à Gaza, c'est des interventions qui ont un recoupent sous le terme de guerre urbaine. Parce qu'il y a une intrication entre des combattants et des civils, et parce que c'est un territoire qui est extrêmement densément peuplé, comme on le sait. Donc, Israël, ils ont quand même beaucoup eu une approche par frappe aérienne, donc sans offensive terrestre, où ils allaient repérer, par exemple, le commandant des brigades Izzedine al-Qassam, qui sont donc les brigades, la branche armée du Hamas, dans un immeuble. Et là, ils allaient faire, donc c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait, des bombardements en fait pour détruire l'immeuble et tuer la personne. Or, le problème, c'est que lorsqu'ils tuent la personne, en fonction du type de munitions qu'ils vont utiliser, on va avoir plus ou moins de ce qu'ils appellent dommages collatéraux, c'est-à-dire de civils qui vont mourir lors de cette opération. Et donc, eux, ils ont fait en sorte, enfin, ils ont un peu modifié leur perception de la proportionnalité en disant, bah, mettons on analyse un site de lancement de roquettes à Gaza, une maison qui est utilisée pour lancer des roquettes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une première frappe sur cette maison pour prévenir les habitants. Donc, c'est une frappe qui ne va pas détruire la maison, ça s'appelle frapper au toit. Ça va simplement résonner dans la maison pour prévenir les habitants qu'il va y avoir un bombardement prochain. Et ensuite, il y a la deuxième frappe qui arrive 5 minutes après et qui, là, détruit le bâtiment. Donc ça, ils aiment beaucoup l'utiliser pour dire, bah, regardez, vous voyez tous les moyens qu'on déploie pour prévenir la population. Et qui est d'ailleurs un des autres arguments clés dans ce conflit qui est beaucoup utilisé pour justifier les opérations israéliennes. Or, quand on regarde dans le détail des textes israéliens, ce qu'ils expliquent, c'est que les personnes civiles qui meurent lors de la deuxième frappe sont en fait plus considérées comme des civils, mais sont considérées comme des civils participant directement aux hostilités parce qu'en fait, comme ils restent à proximité d'un site militaire, on considère que voilà, c'est plus des civils. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de cas où c'est des bombardements qui ont lieu la nuit dans des familles avec des jeunes enfants qui n'ont pas forcément le réflexe ou le temps, tout simplement, de sortir du bâtiment. Et ça, ce principe de knock on roof, c'est quelque chose qui a ensuite été utilisé par la coalition lors de la bataille de Mossoul pour justement avancer en fait dans un contexte de guerre urbaine où là aussi il y avait une intrication entre civils et combattants et où donc il y avait un choix qui a été fait de bombarder et pas simplement d'aller à pied parce que quand vous allez à pied dans des ruelles qui sont très étroites, bah, du coup vous avez beaucoup de chances de tomber sur des snipers ou sur des explosifs et donc vous mettez en danger vos troupes. Et je trouve que voilà, c'est un bon exemple de transfert de ça. Et simplement, le dernier point que je voudrais dire, après je mettais, sur au final, est-ce qu'on peut faire la guerre sans violation du droit international, qui est un peu la question que vous posiez, Christophe Jacobo, juste avant.
euh, en fait, il y a aussi une question de munitions et de type d'armement qui est utilisé. Et les armées occidentales, elles ont fait beaucoup pour aller vers des munitions de précision, de plus en plus précis, avec des capteurs qui vont permettre de vraiment aller cibler un étage d'un bâtiment. Et d'ailleurs, c'est ce que Israël fait, hein. Ils ont démontré leur capacité. Mais sauf que ça coûte très cher. Or, aujourd'hui, on est dans un contexte de désinhibition de la force armée, où en fait les armées, elles ont besoin d'un arsenal très fourni en fait de munitions parce que il y a une puissance de feu qui s'affronte qui est très importante. Et donc, on a un des encouragements en fait de la part des industriels aussi de moins produire de missiles de précision et de produire davantage de bombes en fait avec une puissance de feu beaucoup plus importante. Et ça, à mon avis, c'est un vrai challenge pour le droit international dans les conflits armés tels qu'on va les voir se développer. Enfin, j'espère qu'on les verra pas se développer, mais qu'on peut potentiellement les voir se développer. Merci. Cela pose d'ailleurs la question de ceux qui vendent des armes à Israël. On l'a évoqué d'un mot tout à l'heure en parlant de l'Allemagne. Alors la question suivante est celle d'un spectateur anonyme. Elle est plus brève. Elle nous concerne directement. Sur, sur quoi se base l'argument d'immunité argué par le Quai d'Orsay pour ne pas arrêter Netanyahou s'il se rend en France suite au mandat d'arrêt émis par la CPI? Alors je pense que là, il faut que vous expliquiez les choses, Julia ou François, pour que on sache de quoi il retourne. Bien qu'il s'agisse du Quai d'Orsay, François, je pense que tu es la meilleure personne pour répondre parce que c'est toi qui enfin, en tout cas, j'avais vu tes réactions au moment où la France a fait cette déclaration sur les immunités et que tu avais mis en comparaison avec les mandats d'arrêt émis contre Vladimir Poutine et Anna Belova. Donc, je pense que voilà, c'est le plus intéressant, c'est de t'écouter toi sur cette question. Ça va. Merci. Oui, alors il y a tout d'abord un problème de cohérence, c'est-à-dire que quand on a vu les réactions face au mandat d'arrêt concernant Poutine, les États occidentaux n'ont jamais soulevé la question de son immunité et au contraire ont laissé entendre que s'il y avait moyen de le capturer, il fallait le capturer pour le livrer à la Cour pénale internationale. Et puis quand il s'est agi de Netanyahou, là, on a excipé tout d'un coup sa possible immunité, en tout cas laissé planer des doutes sur ce qu'on pourrait faire. Alors c'est vrai que c'est un débat juridique relativement complexe en réalité, puisque évidemment, en l'occurrence, que ce soit le cas de la Russie ou le cas d'Israël, ce sont des chefs d'État qui ne sont pas partis au statut de Rome, donc qui ne sont pas soumis aux obligations de coopération et qui n'ont pas accepté comme tel le régime spécifique de la Cour qui implique que les immunités ne sont pas invocables dans le cadre de procédures devant la Cour pénale internationale. Et il y a à cet égard un article, l'article 98 du statut de la Cour, qui est assez ambigu à cet égard, puisqu'il indique que si un État est pris un petit peu en contradiction entre ses obligations qui sont dues à la Cour pénale internationale pour notamment mettre en œuvre ses obligations de coopération, dont le fait de donner suite à un mandat d'arrêt, et d'autres obligations internationales auxquelles il serait tenu par ailleurs, par exemple respecter l'immunité d'un chef d'État d'un autre État qui n'est pas parti au statut, eh bien, il doit en informer la Cour qui va devoir alors elle-même plutôt statuer. Or, ce que la France a fait, ou d'autres États comme la Hongrie, eux, qui ont été jusqu'au bout, c'était plutôt de dire unilatéralement, on va décider qu'on va peut-être faire privilégier l'immunité de Netanyahou, comme il s'agit d'un État non parti au statut de la Cour pénale internationale, et donc ben, on n'est pas très sûr qu'on va donner suite au mandat d'arrêt. Donc ça a été en particulier la position de la Hongrie, qui là, par défiance vis-à-vis de la Cour pénale internationale, a invité en grande pompe Benjamin Netanyahou en annonçant qu'il n'allait pas l'arrêter. Dans la foulée, ils ont d'ailleurs déclaré et ils ont émis un acte de retrait de la Cour pénale internationale. Mais la Hongrie s'est fait ensuite condamner par une chambre, par une décision de la Chambre de la Cour pénale en disant qu'il n'avait pas du tout suivi la procédure prévue à cet effet
C'est-à-dire que si même un État constate qu'il y a un potentiel problème avec, par exemple, une immunité qui viendrait en confrontation avec la mise en œuvre d'un mandat d'arrêt, ils doivent informer la Cour et c'est la Cour qui doit statuer. Donc, ce n'est pas du tout l'État qui peut unilatéralement décider qu'il ne donnera pas suite au mandat d'arrêt. Et il faut savoir que dans toute une série d'autres procédures, par exemple la Mongolie qui n'avait pas arrêté Vladimir Poutine après l'avoir invité, les chambres de la Cour pénale internationale ont considéré qu'il y avait bien une obligation qui s'imposait à tous les États membres de la Cour pénale internationale de donner suite à un mandat d'arrêt indépendamment de l'immunité dont pouvait bénéficier un dirigeant étranger dont l'État ne serait pas membre de la Cour. Donc, c'est-à-dire que dans la relation entre un État et la Cour pénale internationale, il est bien établi qu'il y a une règle en fait absolue qui consiste à donner effet au mandat d'arrêt, quitte à l'État à se débrouiller avec l'État concerné en disant bon, peut-être que je n'aurais pas respecté mon obligation, mais je suis bien tenu dans ma relation avec la Cour pénale à donner suite à un mandat d'arrêt. Donc c'est pour ça que c'est une situation un peu complexe parce que on a un peu deux obligations contradictoires et en réalité c'est difficile pour l'État de respecter les deux en même temps. Alors, il y a la question qui se pose de savoir d'ailleurs si la règle des immunités, qui a toujours existé de manière horizontale entre les États, s'applique bien dès le moment où il s'agit de juger un chef d'État auprès d'une juridiction internationale. Puisque dans les quelques cas qui ont été établis, eh bien, par exemple, le tribunal de Nuremberg, il n'y avait pas d'immunité qui valait. Et dans ces quelques cas, on a considéré que l'immunité ne pouvait pas jouer. Alors évidemment, un État comme l'État d'Israël ou la Russie vont dire, oui, mais moi, comme je n'ai pas accepté le système de la Cour pénale internationale, je n'ai pas accepté, disons, la levée automatique de l'immunité ou l'ininvocabilité de l'immunité. Et l'argument inverse consiste à dire l'immunité des chefs d'État, elle ne vaut qu'entre les États. Une juridiction nationale française ne pourrait pas juger, par exemple, Vladimir Poutine, parce qu'il y a l'égalité souveraine des États. Mais finalement, le fait que vous soyez membre ou non de la Cour pénale ne va pas jouer dès le moment où vous allez vous retrouver devant la Cour pénale internationale, dès le moment où je suis moi engagé dans une procédure qui aboutit à vous faire juger par la Cour pénale internationale, eh bien, en réalité, il n'y a aucune coutume qui existe en la matière. Et donc, j'ai tout à fait le droit de vous arrêter et de vous traduire devant la Cour pénale. Bon, en réalité, il faut aussi garder à l'esprit que tout ça est du discours politique. Il faut se souvenir que ce qui a motivé l'annonce que l'on ne donnerait pas forcément effet au mandat d'arrêt, c'était l'accord de cessez-le-feu concernant le Liban et que Emmanuel Macron voulait absolument être associé à cet accord en tant qu'État protecteur du Liban et que c'est le lendemain de cet accord que euh, le gouvernement a fait cette déclaration, jetant le doute sur le fait ou non de savoir s'il donnerait un effet au mandat d'arrêt, s'agissant d'une question qui, de toute manière, demeure extrêmement théorique et hypothétique parce que non, la France ne va pas inviter Netanyahou à venir sur son territoire et non, Netanyahou ne va pas venir en visite en France, ni même sur le territoire d'autres États partis à la Cour pénale internationale, sauf si l'État en question, comme la Hongrie, lui donne toutes les garanties en la matière. Donc ça reste je dirais, des considérations très largement politiques et très largement théoriques parce qu'il faut bien se rendre compte que le jour où Netanyahou comparaîtra devant la Cour pénale internationale est loin d'advenir et qu'il demeure très largement de l'ordre de la science-fiction pratiquement. Oui, mais les signaux politiques ont leur importance. C'est le deux poids, deux mesures est évidemment quelque chose auquel on n'échappe pas. Alors la solution que propose Brahim Kass, et c'est une question pour Julia, est beaucoup plus radicale. Si le blocage de l'aide humanitaire à Gaza constitue une violation manifeste du droit international humanitaire, comment serait qualifiée en droit international une intervention militaire d'un État tiers pour forcer la levée du blocus? Israël pourrait-elle de son côté invoquer la légitime défense
ou un autre fondement juridique pour attaquer cet État tiers. Alors on est peut-être dans la politique fiction, mais évoquer ce cas de figure ne serait pas sans intérêt quand même du point de vue juridique. Julia, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à cette question? Avant de répondre, je prends la liberté de mentionner ce numéro de la revue belge de droit international qui Alors, est il faut le reculer un tout petit peu de l'écran parce qu'il il est n'est pas flou. assez net. Voilà. Voilà, mais donc c'est le dernier numéro, c'est un numéro spécial de la revue belge de droit international qui est très épais, on voit En les effet, oui, c'est un voilà, livre. et dont François et Olivier sont les directeurs avec aussi Vaillos Koutroulis et Anne Lagarval, et je vois les questions s'accumuler dans la boîte de questions. Je n'ai jamais Oui. vu autant, et je pense elles trouvent toutes une réponse dans ce volume qui est hyper riche et qui était très nécessaire. Sur la question du blocus, très rapidement, là c'est pareil, c'est compliqué de répondre vite, mais le blocus en soi, c'est une opération militaire qui n'est pas interdite en droit international humanitaire, mais qui effectivement peut avoir des conséquences qui, elles, vont être contraires au droit international humanitaire, comme l'approvisionnement insuffisant de la population civile et donc la question de l'accès des agences humanitaires aux populations civiles, sachant que pour les populations civiles, en droit international humanitaire, il y a un droit de recevoir un approvisionnement suffisant. Pour ce qui concerne la partie de briser le blocus et donc qu'un État, par exemple, prenne des mesures militaires, donc mène lui-même des opérations militaires pour briser ce blocus, là on est plus dans le champ de ce qu'Olivier a développé, c'est-à-dire le droit au recours à la force. Et là, il faudrait une autorisation pour cet État de pouvoir recourir à la force dans ce cas. Et le problème ici, mais Olivier voudra peut-être compléter, c'est qu'il faudrait une autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies que par définition on n'obtiendra pas puisque les États-Unis, soutien d'Israël, oppose un veto systématique à toute mesure contre Israël. Ce que ça mobilise aussi, cette question, c'est la question de la responsabilité de protéger, qu'on peut évoquer, mais là aussi, il faut beaucoup de temps pour rentrer dans la granularité, parce que souvent, on ne voit dans la responsabilité de protéger que le dernier et troisième pilier, qui est le recours à la force lorsque des populations sont victimes de crimes de guerre, de génocide, d'épuration ethnique ou de crimes contre l'humanité, alors qu'en réalité, il y a deux autres piliers à la responsabilité de protéger, qui sont d'abord les mesures que l'État doit prendre pour protéger la population qui est sous sa juridiction, et ensuite les autres mesures avant le recours à la force que peuvent prendre d'autres États pour faire cesser les violations dont sont l'objet les populations civiles. En l'occurrence, et ça sera mon point sur cette question, c'est que ce sur quoi il faut s'interroger, et François l'a un peu touché du doigt, c'est la responsabilité des États tiers dans cette situation. Et là, je vais prendre l'exemple de la France, puisqu'on est dans un webinaire de l'Association française de sciences politiques. L'État français a l'obligation de respecter, mais aussi de faire respecter le droit international humanitaire. Et là, on tombe dans des questions qui sont au-delà du droit. C'est de mobiliser tous les moyens à la disposition de la France, qu'ils soient diplomatiques, économiques, politiques, pour ramener les autorités israéliennes au respect du droit international humanitaire. Et j'ai vu dans la boîte de questions beaucoup de questions qui convergent dans cette direction, c'est-à-dire c'est bien beau les règles juridiques, mais si en fait elles ne sont pas mises en œuvre, à quoi elles servent? Ben là, en fait, c'est la question justement de la volonté politique des États de soutenir le droit international de manière générale et de soutenir le respect du droit international humanitaire. Et donc, il y a beaucoup d'États qui sont très vocaux aujourd'hui sur la scène internationale, qui se mettent en fait au banc du droit international, et ça va avec la crise du multilatéralisme, etc. Mais je crois qu'il y a plus d'États qui aujourd'hui veulent défendre le système multilatéral et s'inscrivent dans une logique du droit international. Et ce sont ces États-là qu'on devrait entendre bien davantage. Et la France, non seulement on ne devrait jamais lire une déclaration du type de celle que François a décrite, quelles que soient les raisons, même s'il y avait effectivement ces négociations en parallèle sur le cessez-le-feu avec le Liban, des États comme la France qui sont du côté du droit, qui ont une stratégie d'influence par le droit, qui veulent défendre le système multilatéral, devraient avoir un discours qui est parfaitement cohérent avec le droit international et utiliser tous les leviers pour ramener le respect du droit dans la situation dans la bande de Gaza. Peut-être si je Merci. peux, Oui, si je peux Olivier. ajouter brièvement, parce que peut-être j'ai une vision un peu différente en fait par rapport à la question très concrète
De mon point de vue, ça dépend un peu en quoi consisterait cette intervention militaire, mais il y a peut-être deux choses. Premièrement, s'il s'agit d'aller à Gaza, notamment, ben, il y a le cas des flottilles et de l'accompagnement des flottilles de bâtiments militaires. S'il s'agit uniquement d'aller à Gaza, en réalité, juridiquement, c'est le territoire palestinien. Donc, si on a le consentement de la Palestine, on peut très bien y aller en réalité. Et si Israël l'empêche, c'est Israël qui va être l'agresseur. Et donc, on peut très bien réagir. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas besoin d'autorisation du Conseil de sécurité pour déployer des troupes ou des militaires sur le territoire d'un État souverain. Et donc, si on estime que la Palestine est un État souverain, ce qui est quand même le cas de la plupart des États et qui, en fait, juridiquement est le cas depuis, en tout cas, 2012 et la large reconnaissance au sein des Nations Unies, on peut très bien aller en Palestine simplement avec le consentement. Donc quand on entend que l'Indonésie veut bien déployer des milliers de soldats, ben, si c'est en territoire palestinien, en réalité, il n'y a pas de problème particulier. Et alors alors si on estime aussi, et c'est le cas, qu'il y a une occupation illégale d'un territoire palestinien et que donc Israël est un État agresseur, en réalité, la Palestine est en légitime défense et donc, juridiquement, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, évidemment. Ça, c'est une autre question d'opportunité. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème de principe à soutenir la Palestine pour qu'elle recouvre son indépendance. Et donc, c'est pour ça que je trouve que de ce point de vue-là, la responsabilité de protéger, etc., c'est tout à fait pertinent parce qu'évidemment, ça s'applique justement dans des cas de crimes de guerre, nettoyage ethnique, etc. Mais en réalité, par rapport à d'autres situations auxquelles on a pensé antérieurement, comme la Libye par exemple, où tout se situait au sein du territoire d'un État, ici, c'est pas de ça dont on parle. Ici, on parle d'un État, Israël, qui occupe un autre État, la Palestine. Et donc, ça change complètement la donne. C'est pour ça que, de mon point de vue, le Conseil de sécurité, c'est pas nécessaire en fait de passer par lui. Et l'Assemblée générale peut très bien coordonner des opérations qui seraient des opérations de maintien de la paix, etc., ou voire plus. Mais le titre juridique, ce ne serait pas une autorisation de l'Assemblée générale, ce serait le consentement de la Palestine et même, éventuellement, la légitime défense de la Palestine elle-même. Voilà, Merci voilà beaucoup. pourquoi il faut garder étanche le droit au recours à la force et le droit international humanitaire. Ne pas me poser à moi des questions en droit au recours à la force. Évidemment, Non, mais tout ce que vient de dire Olivier, et comme j'avais dit en introduction, c'est tout l'intérêt pour moi aussi. J'apprends en même temps que je participe. on apprend tous de vous. Notre webinaire n'a jamais mieux porté son nom de décryptage. Et alors, vous seriez gentil de répondre simplement de façon un peu plus concise, car nous avons des questions vraiment importantes maintenant à aussi envisager. Jean-Michel Chassich fait de la politique fiction, comme vous auriez dit, mais ça vaut la peine de répondre à ce qu'il demande. Le candidat aux élections à la mairie de New York, Mamdani, a dit qu'il honorerait le mandat d'arrêt émis par la CPI à l'encontre de Netanyahou si celui-ci venait à New York sous sa mandature. Une telle arrestation serait-elle légalement possible, bien que les États-Unis ne soient pas partis à la CPI? Ce n'est pas la seule raison pour laquelle c'est pas possible d'ailleurs, mais est-ce que là on est dans de la politique fiction ou est-ce que on voit la police de New York débouler dans l'hôtel où descend Monsieur Netanyahou et lui passer les menottes? Peut-être pour répondre, alors ça me paraît effectivement de la politique fiction parce que c'est plutôt l'État des États-Unis qui va décider, et c'est plutôt l'administration Trump, le ministre de la Justice. Alors je ne connais pas tous les arcanes du système fédéral états-unien et la marge de manœuvre qu'aurait le maire de New York en la matière, mais ça m'étonnerait que ce soit lui qui décide d'arrêter telle ou telle personne. Et évidemment, le fait que les États-Unis ne soient pas membres de la Cour pénale internationale, ça veut dire qu'ils ne sont pas tenus par des obligations de coopération. Et là, justement, l'immunité de Benjamin Netanyahou jouerait davantage à plein.
Encore plus, évidemment, s'il vient aux Nations Unies, là, chaque personne invitée aux Nations Unies va avoir une immunité particulière également Hmm. à cet égard, même si, évidemment, a de moins en moins tendance à respecter les règles en la matière, comme on l'a vu avec le refus d'accorder des visas à la délégation palestinienne, le retrait du visa du président colombien. Donc, tout ça, ce sont des violations de l'accord de siège avec les Nations Unies. Mais on voit assez mal, de toute façon, le maire de New York décider tout seul d'aller manu militari arrêter Netanyahou et d'aller le transférer à La Haye. Bon, on reviendra de toute façon sur son élection probable dans un webinaire prochain, car il s'agit tout de même d'un événement intéressant à décrypter à nouveau. Amélie Blum vous demande, la commission d'enquête établie par le Conseil des DH de l'ONU est, sauf erreur de ma part, la seule instance internationale à avoir clairement accusé Israël de commettre un génocide à Gaza. Quelles peuvent être les implications juridiques de cet avis? Il y a deux questions en vérité. Alors moi, je suis Oui. peut-être pas la mieux placée pour répondre sur les implications juridiques de ça. Parce que, encore une fois, je ne suis pas juriste, mais par contre, sur les implications politiques, une instance importante parce qu'en fait, elle vient à la suite de différentes instances, mais qui n'étaient pas internationales, qui ont déclaré ça. Elle vient aussi après la décision de la Cour internationale de justice qui a dit qui a demandé à Israël de mettre en place des mesures pour empêcher un potentiel génocide, qui n'a pas été fait. Et donc, voilà, ça donne des armes dans le rapport de force politique pour justement condamner ce qui se passe en Israël et pour contraindre en fait Israël à respecter ses obligations. Et je pense Ouais. que c'est là aussi c'est une interrogation importante qu'on doit avoir sur aujourd'hui comment le droit est mobilisé. Parce que même si le droit n'est pas nécessairement appliqué, comme on l'a vu avec le cas de l'immunité de la Cour pénale internationale, en fait, le droit, il va aussi être là pour fournir une forme de grammaire ou en tout cas un vocabulaire critique qui va permettre de légitimer en fait des critiques qu'on peut faire vis-à-vis de certains belligérants. Et ça, Ouais. je pense que c'est important et surtout, c'est quelque chose qui est aussi menacé aujourd'hui. Parce que quand on attaque justement la légitimité de l'ONU ou quand on attaque la légitimité de la Cour pénale internationale ou encore celle de la Cour internationale de justice ou encore celle des ONG qui sont toutes attaquées, en fait, ceux qu'on attaque vraiment, c'est justement la liberté de critiquer et les faits qui permettent d'avoir une légitimité dans la critique. Et aujourd'hui, on a quand même une vraie tension dans l'appréhension en fait de ce qui se passe en Israël-Palestine et des tensions en termes de liberté d'expression sur ce qui se passe. Et donc, voilà, je voulais juste donner ce point, qui ne répond pas du tout à la question. Donc, je vais laisser mes confrères. Elle l'éclaire et elle montre que le Conseil des droits de l'homme, effectivement, reste une instance à laquelle on prête attention, heureusement. Jérôme Heurtaud vous pose une question, à vous, Julia. D'ailleurs, elle est double, en fait. Israël fait valoir que l'avantage militaire obtenu d'un bombardement d'un hôpital et autres lieux protégés ne doit pas être évalué pour chaque bombardement, mais dans sa globalité, dans la globalité des attaques. En finalité, pourrait-on dire, ce qui permettrait de montrer à la fin que les attaques disproportionnées étaient justifiées. Que pensez-vous de cet argument? Et deux questions pour qui veut répondre. L'usage de la doctrine Hannibal est-il justifié et encadré par le droit en Israël même? Et dans quelle mesure Israël est-il parvenu à peser sur le corpus juridique international concernant la lutte contre le terrorisme? Merci. Alors pour la première question, effectivement, la question elle se pose parce que face aux attaques du 7 octobre et suite à son intervention dans la bande de Gaza, Israël a décidé d'avoir une conception de l'analyse de la proportionnalité qui effectivement est globale et en fait finalement de relâcher complètement la règle relative à la proportionnalité en conduite des hostilités.
Mais là, le droit est très clair, et je vais juste lire la règle parce qu'à mon avis, elle est parfaitement illustrative. En ce qui concerne les objectifs militaires, les attaques doivent être strictement limitées aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation, apportent une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre, en l'occurrence, et c'est ce en l'occurrence qui est déterminant ici, un avantage militaire précis. Et donc, on ne peut pas faire une analyse des attaques, du ciblage dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023 de manière générale et en fonction d'un avantage militaire qui serait global, c'est-à-dire la destruction du Hamas. Il faut pour chaque attaque reproduire la même analyse, distinction, proportionnalité et précaution, et vérifier en l'occurrence s'il y avait un avantage militaire précis, qui ne peut pas être une campagne militaire générale. Pour ce qui concerne la doctrine Hannibal, alors très rapidement, mais là je pense que peut-être Amélie pourra compléter, mais la doctrine Hannibal consiste en fait, lorsqu'il y a des prises d'otages ou un risque de prise d'otages, à ce que l'armée israélienne accepte de tuer ses propres soldats pour éviter des prises d'otages. Dans ma compréhension de cette doctrine, elle est très controversée. D'abord, je crois que c'est une doctrine qui a vocation à être secrète au sein de l'armée israélienne, qui n'est pas déclassifiée et qui n'est pas présentée comme telle par les autorités israéliennes. Et donc, la question précise était, est-ce que c'est justifié et encadré en droit en Israël même? Pas à ma connaissance. Et ensuite, sur le corpus juridique international concernant la lutte contre le terrorisme par rapport à Israël, moi je pense que ceux qui ont fait le plus de mal au corpus juridique en matière de lutte contre le terrorisme, c'est depuis le 11 septembre 2001, les Américains qui ont tout justifié au nom de la lutte contre le terrorisme. Et finalement, Israël aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique. Et ça montre à quel point ces webinaires, toutes les prises de parole, les colloques, les volumes, sur les conflits contemporains sont essentiels parce qu'en fait, il faut apporter de la contradiction et rappeler en fait que ces règles, elles sont distordues, instrumentalisées, justement pour pas que dans l'avenir, d'autres États se servent des violations qui ont été commises dans le passé pour justifier leurs propres violations. Mais Et si je peux me permettre juste un point en complément de ça. Euh, En fait, quand même, l'apport, on va dire, israélien sur la lutte contre le terrorisme, c'est ce qu'on appelle les assassinats ciblés, c'est-à-dire l'élimination en dehors du territoire national et parfois en dehors d'un territoire, alors là, je vous laisse parler, mais d'un territoire où le droit des conflits armés s'applique, donc dans un État tiers, par exemple, de personnes suspectées de poser une menace à la sécurité nationale. Et en fait, donc c'est Israël qui a d'abord fait ça, en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et aussi en dehors. Mais la nouveauté, c'est qu'en dehors, il le faisait quand même d'abord beaucoup avec les services secrets. Donc du coup, ça passait dans le domaine des opérations clandestines, alors qu'en Cisjordanie, ils ont utilisé des technologies militaires. Donc du coup, on est obligé de, quand vous utilisez un hélicoptère militaire, c'est difficile de dire que c'est pas vous. Au départ, les États-Unis ont dit que c'était des pratiques qui étaient complètement à l'orthogonale avec le droit international. En fait, ils ont dit que c'était des exécutions extrajudiciaires. Et au final, ils ont complètement adopté l'interprétation juridique israélienne sur la possibilité de faire ça, en même temps qu'il y a eu un développement technologique permis par le drone. Et c'est là où aussi on voit que en fait, les développements quand même du droit des conflits armés ils vont de pair avec le développement de capacités technologiques et techniques permises dans l'industrie de l'armement. Et simplement, moi, ce que je trouve intéressant sur la campagne à Gaza, c'est précisément que pour moi, quand on étudie un peu la doctrine militaire israélienne, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des assassinats ciblés à grande échelle. C'est-à-dire qu'ils avaient des banques d'objectifs qui étaient extrêmement nourris, qu'ils ont un renseignement qui est quand même, en dépit de l'échec du 7 octobre, qui est quand même assez bien fourni, et que ils ont justement utilisé des munitions non guidées parce qu'ils voulaient garder des munitions guidées pour des objectifs plus spécifiques en Iran, au Hezbollah, pour les positions iraniennes en Syrie, et donc qu'ils n'ont pas du tout pris en compte la proportionnalité
en se disant, bah voilà, dès qu'on a un commandant mid-level du Hamas, ou même simplement un simple militant du Hamas qui est détecté, on bombarde, et tant pis pour les civils autour. Ouais. Et donc, cette question du ciblage et de la lutte contre l'antiterrorisme, on voit quand même qu'il y a des porosités avec aussi des offensives aéroterrestres plus classiques. Et ça, Amélie, c'était la politique américaine en Afghanistan dans les années 2008-2009 déjà. Et effectivement, les drones ont fait leur entrée, et les technologies nouvelles ont permis l'assassinat ciblé avec eh ben, des victimes collatérales. Je vous propose de prendre une dernière question. On va déborder un petit peu, mais ça en vaut la peine. Didier Bigot vous demande le rôle des avocats des parties de part et d'autre devant les cours ICJ, IPC, est crucial dans la formulation des arguments et diffère des rapports des rapporteurs spéciaux de l'ONU ou d'autres ONG. A-t-on une étude plus particulière sur les trajectoires de ces avocats et conseils? Les cabinets londoniens semblent très sollicités de part et d'autre. N'est-ce pas un point important que les trajectoires des acteurs juridiques informant aussi le contenu et la forme des débats? Là, on fait de la sociologie du droit, mais c'est important de savoir qui parle. Le savez-vous, Je ne Olivier? crois pas qu'il y ait des études spécifiques sur les trajectoires des conseils et avocats devant ces juridictions. Ce qui est clair, c'est qu'il y a quand même une espèce de culture bien particulière en droit international par rapport à ça, où on a traditionnellement, disons, en particulier pour la Cour internationale de justice, qui est la juridiction la plus ancienne, des nominations qui se font en réalité dans le milieu académique, donc sans qu'il y ait un barreau particulier avec une déontologie, une cohérence particulière. Et donc, historiquement, vous avez toujours eu les États qui se font conseiller par des académiques et les réseaux se font, je dirais, donc il y a une espèce de réseau informel, en effet, d'avocats qui tournent, si on pourrait dire, autour de la Cour internationale de justice, qui reviennent régulièrement et qui se retrouvent aussi dans d'autres cénacles. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est que cette porosité entre le milieu académique et le milieu des avocats a parfois pour effet que les prises de position académiques sont influencées par les intérêts ou par les positions, en tout cas judiciaires, plutôt que l'inverse. Et puis, ça, c'est la tradition, je dirais. Maintenant, depuis peut-être 10, 20 ans, il y a des cabinets d'avocats qui vont fédérer les académiques et vont les rendre peut-être plus avocats qu'ils ne l'étaient au préalable, plus professionnels euh, et, et qui vont en quelque sorte judiciariser la profession qui était à l'origine plutôt des profs qui allaient de temps en temps plaider. Et donc là, il y a une espèce d'organisation un petit peu hybride qui s'est développée. Tout ce que je viens de dire, c'est vraiment sur la Cour internationale de justice. Pour la Cour pénale internationale, je suis vraiment moins spécialiste. Là, je pense qu'il y a plus quand même une tradition d'avocats pénalistes. Et donc ça, c'est peut-être un petit peu différent. Est-ce que je peux apporter un tout petit point de complément? Effectivement, tout ce qu'a dit Olivier est parfaitement juste. Ce à quoi ça me fait penser aussi, c'est que j'ai vu la dernière question sur Monique Chemise-Gendreau qui parle de l'action de la société civile et parfois nous les académiques aussi au travers certaines associations qui sont créées. Là, je pense à Jurdi, qui est une association voilà, je pense que François, je ne sais pas si Olivier, tu en es membre, mais François, je sais que tu en fais partie. Et donc, c'est aussi des académiques qui se réunissent et qui font valoir leurs connaissances, leurs compétences au service d'une cause. Ici, c'est la cause du droit international. Pour ce qui est de la Cour pénale internationale, ça me fait aussi penser au travail que font les cliniques juridiques. Donc aujourd'hui, les universitaires se mettent aussi au service de la justice pénale internationale en contribuant au travail des avocats devant les juridictions internationales. Et puis le dernier point que m'évoque cette question, moi j'ai trouvé très intéressant
d'aller écouter les plaidoiries devant la Cour internationale de justice, donc non seulement de certains de nos collègues académiques, mais aussi, là, je pense à celle de Diego Cola, qui représente le ministère des Affaires étrangères français. Et c'est très intéressant parce que, alors qu'on a cette déclaration que François a expliquée tout à l'heure, on a Diego Cola qui va plaider devant la CIJ dans un cadre qui est beaucoup plus confidentiel et qui finalement est accessible à des aficionados, même si c'est retransmis sur le web. Et là, on a une position très forte de la France qui dénonce les violations commises, qui dénonce les entraves mises à l'assistance humanitaire, qui exige d'Israël de laisser passer l'aide, qui rappelle le nombre d'humanitaires tués, le nombre de journalistes tués, etc. Et ça, on voit aussi que c'est la manière dont infuse tout ce qui est produit par la société civile. Et là, je pense aussi à une instance qu'on a en France, qui est la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui a une sous-commission droits humanitaires et action humanitaire, qui produit des avis, des déclarations et qui a aussi cette vocation à conseiller et à contrôler le gouvernement français dans sa manière d'utiliser le droit international. Tout à fait. Et Nona Meyer, qui a présidé la FSP, y siège. Je suis désolé. Oui, peut-être Oui, François. un petit complément aussi pour expliquer que souvent les avocats n'interviennent qu'à posteriori, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été à la base de la conception des actions. Donc, ils n'ont pas conseillé en amont les États ou les militaires, etc. Et qui doivent un peu réparer les pots cassés a posteriori. Et je me dis que certains avocats, notamment en pensant aux conseils aux avocats de l'État d'Israël, ils doivent s'arracher les cheveux ou en tout cas s'arracher la perruque parce que manifestement, on a l'impression que la classe politique israélienne n'a aucune stratégie juridique de ce côté-là. Donc, quand on voit qu'il y a eu les plaidoiries au mois de janvier à propos des mesures conservatoires sur le risque de génocide et que les avocats ont dû essayer d'expliquer un certain nombre d'actions ou d'essayer de contextualiser certaines déclarations qui avaient été faites par les dirigeants israéliens qui pouvaient s'interpréter comme étant des déclarations génocidaires, ce qu'on a constaté, c'est que ce type de déclaration, on continuait de manière continue, enfin, on persévérait de manière continue. Encore, le champion en la matière, je dirais, c'est le nouveau ministre de la Défense, Israël Katz, qui, au mois de mars 2025, donnait encore aux résidents de Gaza ce choix-ci, soit vous rendez tous les otages, vous débarrassez du Hamas, soit vous ferez face à une destruction totale. Donc évidemment, moi, si j'étais avocat d'Israël, je me dirais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Comment peut-il faire ce genre de déclaration si on est en train d'essayer de défendre l'État d'Israël pour bien montrer qu'il n'a pas d'intention génocidaire? Et le ministre de la Défense vient de faire sur Twitter, avec donc quelque chose qui évidemment va être conservé, une telle déclaration qui apporte de l'eau au moulin. Donc on a parlé des juristes israéliens, on a parlé ici des avocats, mais on a l'impression qu'il y a une césure complète entre aussi évidemment un certain savoir-faire en la matière et le comportement des dirigeants israéliens ou des militaires, puisque récemment, dans un article d'Haaretz, c'était un des commandants israéliens qui disait, nous, on nous a jamais donné aucune limite aux opérations qu'on pouvait mener. Donc il y a à la fois une doctrine juridique qui est faite, mais qui n'a, semble-t-il, aucun effet sur le terrain. Où là, on laisse, disons, libre cours à l'action de l'armée militaire et à l'action des commandants. Et là aussi, on a énormément, ce qui est extrêmement surprenant, on a énormément de publications sur les réseaux sociaux par les militaires eux-mêmes de toutes leurs actions, ce qui donne énormément d'éléments de preuve pour que ce soit devant la Cour pénale internationale, pour des procédures nationales qui sont de plus en plus entamées, ou évidemment devant la Cour internationale de justice, où là aussi, par exemple, des vidéos publiées par les soldats avaient été projetées devant la Cour internationale de justice lors des plaidoiries par les avocats de l'Afrique du Sud. Oui, et c'est pourquoi à l'heure où il nous faut conclure, car il est presque moins le quart, on doit tout de même euh, faire preuve de pessimisme parce que cette façon dont Israël s'émancipe du droit renvoie à une des formules que vous avez eues l'une ou l'autre. On est passé de right is might à might is right dans une certaine mesure. Mais grâce à vous,
nous avons décrypté une situation bien plus complexe que cela, où il y a tout de même des traces d'espoir, ou en tout cas des pistes qui montrent combien le droit reste un cadre de référence incontournable. Et on vous remercie très sincèrement de nous avoir éclairés. Comme je le disais, Polycritique n'a jamais mieux porté son nom pour ce qui est de décrypter une situation d'actualité complexe. Et nous continuerons à suivre, bien sûr, et à décrypter l'actualité dans la région. Je m'excuse auprès de ceux qui n'auront pas pu voir une réponse apportée à leurs questions, mais nous mettrons en ligne les références, notamment celles que Julia a citées de cette revue de ce numéro, pardon, de revue, qui vous permettra à tous ceux qui le souhaitent d'aller plus loin. Et je vous remercie de votre participation à ce webinaire qui sera bientôt en ligne sur le site de la FSP. Faites-en profiter ceux qui n'auront pas eu la chance d'y assister. Bonne soirée et à très bientôt. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée à tout le monde.